Plus de réactions un peu plus tard. La parole à notre invité, M. Souleymane Douno Keïta, ancien député, membre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel. Il est à notre compagnie. Bonjour M. Keïta, bienvenue. Bonjour à Bakar, bonjour à tous vos camarades de Mirador et merci de m'avoir invité. Bien, le plaisir pour nous de vous recevoir de nouveau sur ce plateau. L'état d'esprit général au sein du RPG Arc-en-Ciel, Talibé parlait d'un deuxième anniversaire qui réveille, je parle du deuxième anniversaire du CNRD à la tête de la Guinée, mais qui réveille donc des souvenirs assez douloureux pour vous, RPG Arc-en-Ciel, ex-parti au pouvoir qui avait été renversé le 5 septembre, au matin du 5 septembre 2021. Quel est l'état d'esprit 2 ans après ce coup de Trafalgar, j'ai envie de dire, que vous avez reçu en pleine figure? Effectivement, comme vous le savez, le 5 septembre 2021, nous nous sommes réveillés et surpris par cette incursion de l'armée. Ouais. Qui mettait ainsi fin, si vous voulez, ou qui interrompait, n'est-ce pas, la gouvernance du professeur Alpha Condé qui venait d'être réélu. 2 ans après, effectivement, comme vous le dites, l'état d'esprit qui règne, c'est la résilience, la responsabilité et la remobilisation du parti. C'est aussi le regret, un peu de regret quand même. Le regret de n'avoir pas... absolument. De n'avoir pas été forcément à la hauteur de toutes les attentes de Guinée. Monsieur Keïta. Bon, écoutez, c'est il y a quand même beaucoup d'errements reprochés à votre gouvernance. Mais bien sûr que oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut se reprocher. Moi, je le dis assez souvent, chaque fois que j'ai l'occasion de prendre la parole, que ce soit dans mes tribunes ou mes prises de parole avec les médias que vous êtes. Ouais. Mais après, une gouvernance, c'est aussi cela. C'est des aspects positifs et des aspects négatifs. Ce qui est important aujourd'hui, avec le recul, on se rend compte que malgré toutes les griefs qu'on avait faites à notre gouvernance, la situation est plus grave aujourd'hui que ce qu'elle était en 2021. Eh bien, absolument, vous le savez que... Oui, mais expliquez-vous. Il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, je rappelais à l'occasion du 5 septembre toute notre, si vous voulez, déception par rapport à cette interruption inattendue de notre gouvernance à un moment où la Guinée s'apprêtait à prendre l'envol, parce que ce n'est pas des paroles en l'air que je donne. Le président avait pris conscience de la situation, de certaines mauvaises pratiques, bien entendu, et il vous souviendra que après l'élection de 2020, le président a systématiquement tout bloqué et il s'apprêtait à faire un vrai chambardement pour être en harmonie avec le slogan de campagne le gouverner autrement et la prospérité partagée. Et c'est tout cela qui a été interrompu. Et vous le savez que aussi, avant le 5 septembre, la Guinée était déjà un pays profondément en chantier au regard de toutes les infrastructures en construction. Les perspectives de développement étaient réelles. Et les institutions internationales reconnaissent de manière totale, n'est-ce pas, les perspectives économiques heureuses de la Guinée au regard des chiffres. Parce que vous verrez par exemple que la Guinée a quand même atteint un taux de croissance de 7% en 2019, avant de retomber à 5% avec l'apparition du coronavirus. Et après, ça s'est stabilisé à 5%, 5,7%, quelque chose comme ça, quand le coup d'État intervenait. Et les perspectives économiques disaient effectivement que la Guinée était l'un des pays, pour ne pas dire le seul, en tout cas en Afrique de l'Ouest, qui affichait une économie résiliente post-Ebola. Ça, c'est pas de... post-coronavirus, je m'excuse. Mais c'est normal. Essentiellement. Oui, mais c'est normal, c'est parce qu'il y a eu des réformes au niveau du secteur minier. Le professeur Alpha Condé, à son arrivée, a essayé d'abord de mettre à plat tout le système, avec tous ces contrats léoniens, comme on l'appelle souvent, à travers la mise en place d'un nouveau code minier. Vous le savez, à l'époque, ça avait beaucoup critiqué, mais par la suite, cette réforme a permis de tripler, voire quadrupler la production de la Guinée et du coup permettre de soutenir davantage... Mais pour quel dividende pour l'État? Vous parlez de triplement de la production, mais pour autant, certains estiment que ce qui tombait dans les caisses de l'État, comparé à ce triplement, suscitait des interrogations par rapport justement aux revenus captés par l'État. Vous savez, c'est trop facile de dire tout ça, mais ce qui est évident, la Guinée en 2010 avait comment on appelle ça,
la richesse nationale, c'était 6,5 milliards de dollars. En 2020, on était à 14 milliards. Donc, on a presque triplé le produit intérieur brut de la Guinée. C'est grâce à une certaine amélioration de la gouvernance. Il n'y a pas de doute. Bien. Et le fait que le processus soit porté par le secteur minier, c'est tout à fait normal parce que depuis 1958, en tout cas, ce qu'on a constaté en termes d'évolution, n'est-ce pas, sur le plan économique, on ne l'avait jamais atteint. C'est vrai. Bien. Maintenant, les erreurs, moi je suis le premier à les dénoncer et je le dis avec beaucoup si vous voulez, beaucoup de de passion, responsabilité. beaucoup de responsabilité. Ouais. Voilà, mais ça C'était quoi l'erreur principale Non, il y avait beaucoup de problèmes. qui a caractérisé votre gouvernance et que vous regrettez aujourd'hui? Non, il y a beaucoup de problèmes. Oui. En gros, c'est principalement. En gros, c'est la gouvernance. C'est la gouvernance. Elle était comment? C'est le laxisme. Écoutez, je ne... Parce que, attention, vous parlez de prise de conscience par le président Alpha Condé. Ouais. Il a fallu 10 Après- ans après ce troisième mandat. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas le contexte dans lequel on est arrivé au pouvoir. Vous savez, en 2010, la Guinée, après la transition, enfin, version Dadis et version Sékouba Konaté, nous étions une économie exsangue. C'est clair. Il fallait travailler dur pour essayer d'établir, comme on le dit, le cadre macroéconomique global du pays. Et pour ça, il fallait faire beaucoup de sacrifices. Ça nous a conduit, par exemple, à l'obtention du PPTE, malgré le contexte de manifestation que vous connaissez. Ouais. Et en 2015-2016, on était déjà avec Ebola, etc., etc. Mais malgré tout, il y a des résultats. Vous parlez de défaillances. Bon, enfin, on peut les appeler comme on veut. C'est vrai, ça a existé. Si, par contre, pardon. Non, ça c'est des situations d'actualité aujourd'hui. Ça c'est des situations à l'enrichissement illicite, des pratiques que nous avons dénoncées. Nous avons entendu ça, c'est vrai, nous avons beaucoup entendu ça. Si vous vous souvenez, le parti, à un moment donné, a décidé de monter au créneau pour dénoncer certains agissements de ce genre. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, ces situations ont été mises en avant le 5 septembre. Mais aujourd'hui, voyez-vous que nous sommes dans une situation où même la vendeuse de gombo de Madina est consciente de ces genres de situations. Ça n'a jamais explosé en notre temps. C'est vrai, on peut apporter des critiques sur ces questions-là, mais on a décidé de mettre en place une cour. Oui, mais d'abord, expliquer par quelle preuve pouvez-vous justement nous convaincre que la situation est pire aujourd'hui qu'avant. Que la Guinée se porte mieux, se portait mieux sous votre magistère qu'aujourd'hui. Est-ce que vous affirmez ici que la Guinée se portait mieux? Mais il n'y a pas de doute. En fait, moi je n'aime pas souvent même faire ces comparaisons de bilan. Quand j'entends parler de bilan, je ne rentre pas dans ce débat. Parce que pour moi, c'est mal connaître ce que c'est qu'une transition. Vous savez, on aime parler avec beaucoup de passion dans nos pays. Quand on parle de transition, une transition n'est pas un moment de croissance économique. C'est idiot de penser qu'on peut faire une croissance économique en transition. Et je vois des intellectuels se déboutonner pour apporter des explications sur ces questions-là. C'est des histoires. Même quand il y a croissance, on ne doit pas en parler? Non, écoutez, je vous dis, une transition en soi est une crise. C'est-à-dire que c'est une rupture de la légalité constitutionnelle, n'est-ce pas? Et qui se caractérise par un certain nombre d'éléments standards, pas seulement propres à la Guinée, mais c'est propre à toutes les transitions. Les gens ont fait des études là-dessus et ça existe. C'est quoi une transition? C'est que le régime en place tombe en disgrâce pour plusieurs raisons. Soit il y a une manifestation ou alors c'est les militaires qui décident carrément de prendre le pouvoir et ils gèrent. Et en ce moment, il y a une baisse de l'activité économique. Ouais. Les partenaires ne sont pas confiants quand ils doivent investir. Et comme vous le savez, on n'investit pas dans une situation d'instabilité. Et c'est ce que c'est la transition. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les transitions? Généralement, on décide, par exemple, pour aller bien, vous mettez en place un gouvernement de transition, vous travaillez à maintenir, si vous voulez, un climat plus ou moins stable de sécurité, et puis vous faites, comment on appelle ça, développer les activités courantes, c'est-à-dire que la continuité de l'État. Vous évacuez les affaires courantes. Justement, vous évacuez les affaires courantes, les services sociaux de base, électricité, éducation, etc. Et puis ça s'arrête là. Les gens vous accompagnent simplement sur ces secteurs. Mais on ne peut pas, aucun investisseur sérieux n'investit quand un pays est en transition. Sans compter que, si vous permettez, sans compter que les autorités même
de la transition, écoutez, viennent avec beaucoup d'ambition au départ, c'est vrai, dans l'enthousiasme, mais après, dans la réalité, ce n'est pas possible de réaliser. C'est pourquoi on ne conseille pas souvent aux transitions d'embrasser beaucoup d'ambitions qui souvent ne peuvent pas se réaliser. Et la conséquence, c'est que très souvent, ces transitions se terminent précipitamment par des élections anticipées, souvent de mauvaise qualité. Et après, la rupture de la légalité constitutionnelle n'aura servi à rien. Bien. Yara Igrassi, pour la suite. Deux questions. La première, est-ce que c'est à l'égard des manquements constatés par le président et qui lui a permis de faire une prise de conscience qu'il demandait aux dernières heures, justement, du troisième mandat aux populations de se tenir prêts pour justement... parce que les heures qui suivront allaient être très dures pour la population. Ça, c'est la première question. Deuxième question, le parti, le RPG Arc-en-Ciel se dit justement résolu à se battre pour le retour au pays de son président, donc Alpha Condé, pour justement cette fois-ci à travers des actions que vous appelez actions concrètes. Qu'attendez-vous par là, par action concrète? Est-ce que vous allez faire recours aux manifestations de rue que vous avez longtemps récusées? Non, écoutez, en fait, parler de prise de conscience, c'est un peu peut-être trop dit, mais ce qui est important, un gouvernant, le professeur Alpha Condé, on peut tout lui reprocher, sauf son engagement pour la Guinée et son désir ardent de changer son pays. Et il l'a prouvé, parce qu'en 10 ans, on sait, il y a des secteurs dans lesquels nous avons fait de la révolution. Ça, il n'y a pas de doute. Ouais. Maintenant, un leader de sa trempe cherche toujours à aller plus vite. C'est pourquoi certains journalistes l'appellent le président trop pressé. Maintenant, est-ce que en 2020, on était en train de prendre conscience? Non, on voulait aller plus vite et plus bien en tirant les leçons des erreurs des 10 premières années pour aller plus vite vers l'atteinte des objectifs de développement qui n'étaient autres que faire de la Guinée un pays émergent à l'horizon 2025 et avoir un taux de croissance à 2 chiffres, etc. Ce qui allait créer beaucoup plus d'emplois et nous permettre d'achever tous ces chantiers et faire les autres qui étaient en perspective. Alors, on entend quand elle pose la question, je repose la question, on entend bien des voix s'élever au sein du RPG Arc-en-Ciel parlant de retour à l'ordre constitutionnel. Ils assimilent cela, elles assimilent ces voix, je veux dire, à ce retour à l'ordre constitutionnel en Guinée, à un retour au pouvoir d'Alpha Condé. Est-ce que cela sonne de la même manière et cela vaut pour tous les partisans du professeur Alpha Condé? Est-ce qu'il y a unanimité là-dessus que un retour à l'ordre constitutionnel en Guinée au terme de cette transition équivaut à une réinstallation du professeur Alpha Condé à la tête de la Guinée? En fait, unanimité ou non, c'est un ressenti exprimé par des militants. Bien. Pas que des militants du RPG. Tout le monde partage cet avis? Permettez. Oui. En fait, je dis c'est un ressenti des militants, pas que des militants du RPG. Quelqu'un me disait l'autre jour, non, Suleiman, c'est pas parce que les gens regrettent le professeur Alpha Condé, c'est parce que les gens sont déçus du colonel. De toute façon, les populations évaluent la situation en fonction de leurs conditions réelles. Oui. C'est qu'on se rend compte que 2 ans après, la situation ne s'est pas améliorée, au contraire, elle s'est davantage dégradée sur tous les plans, pratiquement. Bien sur sûr, tous les plans. Bien sûr, quand on a parlé de corruption, aujourd'hui, vous savez, d'aller dans les quartiers, ce qui se raconte. Des gens, ils sont dans une sorte d'opulence extraordinaire qui ne s'explique par rien que par les fonctions qu'ils occupent. Ouais. Et quand vous partez, les prix ont flambé, etc. Le syndicat veut manifester, il y a la question des enseignants, la justice, vous savez, tout ça. Ouais. Tout le temps, c'est des problèmes. Donc, les populations ressentent. Donc, c'est tout à fait légitime pour des militants du parti de considérer que le retour du professeur Alpha Condé peut constituer un moyen de rétablir les choses. Ouais. Mais au niveau du parti, c'est réaliste. Vous me permettez, je ne suis pas en train de dire est-ce que c'est réaliste, est-ce que ce n'est pas réaliste. Nous travaillons selon l'agenda du parti. Aujourd'hui, nous sommes engagés. C'est quoi l'agenda du parti? Nous sommes engagés avec les forces vives, vous le savez. Même s'il y a souvent quelques écueils, mais nous sommes engagés. Comment ça, quelques écueils? Qu'est-ce que vous voulez dire? Non. Nous sommes avec les forces vives. Nous voulons que la transition se déroule. Ces écueils, c'est sur quoi? La vision ou quel... Par exemple, la question que vous posez est un problème. Si des militants manifestent, enfin, expriment leur désir pour le retour du professeur Alpha Condé, je ne pense pas que ce soit l'avis de Selou, par exemple. Voilà. Je pense que c'est là ça peut être un point de friction. Justement. Par contre, le parti est une institution.
D'accord. Ouais. Et en tant qu'institution, vous savez, depuis le 5 septembre, au départ, nous avons fait le choix d'assumer tout ce qui s'est passé et de s'inscrire, comme je l'ai dit à l'entame de ma communication, dans la voie de la résilience. Ça fait que les premières actions, le parti a participé pleinement par l'envoi d'un conseiller au CNT et pour avoir participé à quelques discussions au départ, avant de nous replier sur nous-mêmes lorsque on a fait des constats qui n'étaient pas dans le sens de l'inclusion et de la bonne marche des choses, comme on le souhaitait. Et ça fait qu'aujourd'hui, le parti s'est inscrit dans la logique des forces vives. Et ça veut dire, les forces vives, vous connaissez les revendications. Il s'agit d'ouvrir un dialogue inclusif. Il s'agit de faire en sorte que les dossiers judiciaires soient traités de manière objective, de manière équitable, et qu'on sorte un peu dans ce qui s'apparente à une sorte d'acharnement contre quelques cadres du parti. C'est le règlement des comptes. Bien sûr, bien sûr. Ce sentiment, il est réel, parce que même celui qui ne connaît pas le droit, quand vous voyez comment les choses se passent, il est évident qu'il y a beaucoup de questionnements qu'on peut faire sur ces dossiers-là. Surtout que ce qu'on les reproche constitue aujourd'hui, écoutez, un pain béni pour la plupart des autorités de la transition. Donc Alpha Condé, on peut dire que le RPG Cancel travaille réellement aussi à son retour le parti, au pays, à son retour à la tête de la Guinée. Le parti travaille sur l'agenda politique de la transition du commun accord avec ce que nous avons conclu avec les forces vives. Ça n'empêche pas aux militants, ça n'empêche pas aux populations, n'est-ce pas, de s'exprimer sur leur déception. Mais quand regretter. Quand Alpha leur promet de revenir, ça, apparemment, la direction du parti, vous qui êtes à l'intérieur, vous avez un agenda qui s'apparente à celui des forces vives de Guinée, mais l'agenda de Alpha, apparemment, c'est son retour. Non, je ne pense pas qu'on soit divergent sur la question. Nous sommes une institution, voilà. Une institution travaille comme une institution. Alors, le professeur Alpha Condé reste le président du parti, et c'est vrai qu'il a... Jusqu'à preuve du contraire. Ah bien sûr, il est le représentant du parti. Si on n'a pas organisé un congrès, il est le représentant du parti. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est clair, il est le président du parti, et il parle avec les membres du bureau politique. En tout cas, nous tenons à ce que cela soit fait le plus rapidement que possible. C'est d'ailleurs un des chantiers sur lesquels vous travaillez. Si tu veux, je dirais pas revendication, en tout cas un des objectifs que moi j'assigne au parti en cette période. Quel est le comité provisoire qui a été mis en place alors? Quel est son sort dans ce cas? Vous avez dit comité provisoire. Oui. C'est un comité provisoire. À l'époque, on a mis le comité provisoire. Il n'existe plus? Non, je n'ai pas dit qu'il n'existe plus. Il a été mis puisque son président, il est en prison. Non, je n'ai pas dit qu'il n'existe plus. Les choses ne font pas comme ça dans un parti politique. Pour mettre le conseil exécutif provisoire, nous avons convoqué toutes les structures du parti. Bon, c'est vrai, il y a eu beaucoup de bruit de tiraillements, sur lesquels je ne veux pas revenir ici. Ce sont des problèmes internes au parti. Mais ce qui reste clair, cette convention a été tenue, il y a eu un conseil provisoire. Mais à partir du moment où le professeur Alpha Condé reprend du service, il est évident que la direction du parti lui revient en premier lieu en tant que président du parti, avec le bureau politique y compris. Pour le reste, ça va se discuter, mais on a besoin de renouveler, on a besoin de renouveler, on a besoin là, de mais permettre... il lâche le bien morceau, c'est important. Mais bien sûr. Parce que on sait bien que tout le monde en fait, n'embouche pas la même trompette forcément au sein du RPG Cancel. C'est normal. Il y a des voix dissonantes aujourd'hui qui pour l'instant ne se font pas entendre au plus haut niveau, mais il y en a qui demandent qu'il y ait un renouvellement du leadership à la tête du RPG Cancel. Beaucoup ne veulent plus continuer avec Alpha Condé. Dites-moi le contraire. Non, de toute façon, le Congrès le déterminera. Voilà. C'est pour... Non, ne dites pas non. C'est ça la vérité. C'est le Congrès qui détermine. Qui fixe l'agenda de ce Congrès? Je crois que ça va se discuter de commun accord avec le bureau politique, la direction nationale, le comité central. Et puis ensemble, on verra. Puisque c'est nécessaire aujourd'hui à la survie du parti. C'est ça le problème. Allez, on assiste au réveil du RPG avec, même qu'on a pris des femmes parfois qui manifestent à l'intérieur, même si on les arrête. Mais aujourd'hui,
on a comme impression aussi qu'il y a deux RPGistes. Les fidèles d'hier qui sont devenus des courtisans du palais, mais aussi d'autres qui croupissent pratiquement en prison. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour la libération de ceux-là qui sont en détention prolongée et d'autres que vous connaissez qui sont les conseillers du colonel au palais? Nous avons beaucoup fait, notamment pour la libération des prisonniers. En réalité, les motivations réelles de notre engagement au sein des forces vives, c'est justement pour avoir un front commun, pour plaider en fait le sort de nos camarades. Moi, je vous ai dit ici, lors de l'un de mes tout premiers passages après le 5 septembre, nous avons dit qu'on n'a rien contre les histoires de reddition des comptes. Moi, j'ai toujours dit, encore quand on était au pouvoir, je le disais. Donc, c'est pas maintenant que j'ai dit autre chose. J'ai toujours dit que le plaisir de gouverner doit être assujetti à la reddition des comptes. Quand il y a eu l'affaire de 20 milliards avec la ministre de l'enseignement technique professionnel, c'était pas un son de cloche que tout le monde appréciait, mais moi, je l'ai dit. Et aujourd'hui, je ne dis pas le contraire. Mais sauf que lorsqu'on doit s'engager dans un processus comme ça, il faut être équitable. Ouais. Il faut être équitable. Et aujourd'hui, on a l'impression que ce n'est pas cela. Et pour ça, ce que le parti peut faire, c'est dénoncer, c'est alerter, c'est faire des actions, c'est faire des communications. On n'a pas d'autre moyen d'aller les sortir de là. On ne peut que dénoncer, on ne peut on ne peut que poser des conditions lorsque nous devons nous engager dans un processus. Mais parlant d'action, dans le cadre, on voit que le RPG arc-en-ciel ne répond jamais. En tout cas, vos militants, vos partisans ne répondent jamais au mot d'ordre de manifestation lancé par les forces vives de Guinée. Bon, je ne pense pas. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Je ne pense pas. Peut-être que on pourrait dire que la fréquence n'est pas comme ce qui se passe avec les militants de l'autre côté, mais je ne pense pas qu'on soit passif. Il y a plusieurs façons de manifester. Mais non, oui, non, c'est vrai. On a que peu vu, ou pour ne pas dire, on a presque jamais vu de militants du RPG arc-en-ciel dans une manifestation de rue à l'appel des forces vives de Guinée. Vous savez, un parti, c'est aussi une certaine culture, une certaine habitude. Voilà. Ce qui reste évident, vous n'avez pas la culture de la manifestation. Des manifestations de rue. Non. Quand vous dites, alors que vous n'en avez pas la culture. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas la culture des manifestations. Le RPG a participé à des manifestations ici au moment de l'opposition, quand nous étions dans l'opposition. Et avec les forces vives, vous allez dire que peut-être que l'amplitude n'est pas la même, mais il y a toujours des manifestations dans toutes les préfectures, pratiquement. Les militants du RPG manifestent. Maintenant, peut-être que ce que vous ne comprenez peut-être pas, souvent des femmes du parti ou des femmes tout court peuvent sortir pour réclamer le professeur Alpha Condé. Cela s'explique par la dégradation de leurs conditions de vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne souscrit pas à la démarche des forces vives. Oui, non. justement. Prochainement, on verra des militants du RPG dans les manifs. Pour le moment, il n'y a pas d'agenda au niveau des forces vives. Mais ce qui reste clair, pour l'instant, le 5 septembre, il y avait une manifestation. Ou est-ce que le 5 septembre, les forces vives avaient appelé à une manifestation dans laquelle de vos bases ici, en tout cas à Conakry, mais les gens, il y a eu des manifestants. En fait, l'histoire de base, c'est une catégorisation un peu que moi je n'apprécie pas. Il n'est pas dit que c'est seulement sur la route comment on appelle ça, la route Le Prince. C'est uniquement des militants de l'UFDG qui sont là. C'est pas vrai. Il y a d'autres militants aussi. Peut-être que la proportion n'est pas la même. Sur l'autoroute, ce n'est pas forcément les militants du RPG. Les gens manifestent en fonction de la possibilité que leur est offerte. Vous savez que les manifestations sont systématiquement interdites. Alors, pour y aller, il faut beaucoup de détermination, beaucoup de courage. Oui. Mais cela ne remet pas en cause. Et ce courage manque cela ne remet pas en cause, n'est-ce pas, le sentiment partagé de notre perception globale de la conduite de la transition. Oui, et parlant des manifestations, nous savons que des femmes du côté de Sigiri de Cancan, en manifestant pour le retour de Fakandé, ont été jugées et condamnées, emprisonnées. Mais en même temps, à Cancan, il y a eu d'autres manifestations pour le CNRD. Et le ministre de la Justice avait promis de sévir et on a suivi le pardon du gouverneur. Aujourd'hui, où en sommes-nous par rapport à ça? Le RPG n'en parle pas pendant ce temps. Vos manifestantes ont été victimes. Si, on a pris des avocats qui ont fait un gros travail, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore obtenu gain de cause. Malheureusement, qu'est-ce que vous voulez? Vous savez tout ce qui se passe dans la justice. C'est un appareil aujourd'hui en panne. C'est clair, c'est pas moi qui le dis. Les magistrats sont en grève.
les avocats vont en grève, les auxiliaires, tout le monde critique, n'est-ce pas, la façon dont ce ministère est géré. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Et après, nous, on n'a pas des gourdins pour aller frapper quelqu'un. Ouais. Ce qu'on peut faire, c'est dénoncer. D'accord, monsieur. Voilà. Bien, Basseko. Monsieur Keita, quelle évaluation faites-vous aujourd'hui de la mise en œuvre des 10 étapes du chronogramme de la transition pour le retour à l'ordre constitutionnel? On parle d'une mobilisation de 600 millions de dollars. Est-ce que vous trouvez tout cela réaliste et raisonnable? Ben voilà, si on doit évaluer une transition, c'est justement sur ces questions-là. Parce que c'est vraiment utopique de penser que la transition, c'est pour faire la croissance économique, c'est faire la refondation de l'État, etc., etc. Une transition... Mais le CNRD parle de rectification, c'est ce que je vous explique. Tout ça sont des projets ambitieux, mais qui ne correspondent pas à la réalité. Ce n'est pas pour la Guinée. Il faut le comprendre. De l'autre, c'est pourquoi il est nécessaire de travailler à la construction d'un consensus national. Ce qui n'est pas le cas, et c'est très grave. Parce que ça va entraîner l'enlisement de la crise. La rupture de l'ordre constitutionnel est en soi une crise. Si la gestion de cette période de crise, on ne prend pas soin de travailler de manière à ce qu'il y ait une véritable inclusion, peu importe la tête des personnes qui viennent à ce débat-là, il faut faire l'effort nécessaire de mettre en confiance tout le monde pour que ça discute. Et en ce moment, lorsque nous sortons un agenda, l'agenda s'impose à toutes les parties. Mais lorsqu'on le fait de manière martiale, c'est compliqué qu'on connaît le bout du tunnel. Et pendant ce temps, la situation va continuer à se dégrader. Et c'est très dangereux. Le CNRD est toujours en phase avec ses engagements. Oui, on arrive à cela, Basseko, parce qu'on va, dans cette dernière partie, se livrer, donc, à revenir au bilan, donc, et le regard du RPG Arc-en-Ciel sur la gestion des affaires de l'État par le CNRD depuis 2 ans que les militaires sont au pouvoir. On continue, Mirador, dans un court instant. Le PADES, surtout, qui ne vous fait aucun cadeau. Oui. Je comprends, Kaba, c'est mon petit esclave. Il a raison. En fait, le PADES pense pouvoir capitaliser sur, n'est-ce pas, la déchéance du RPG. Ouais. Malheureusement, après 2 ans, il se rend compte que ce n'est pas ça. Ouais. Donc, ça souvent, ça dégénère. Le leader du PADES, c'est Dr Ousmane Kaba, qui ne fait aucun cadeau. Oui, mais je sais justement. Il dit que leur président est en train de perdre du terrain. Il perd du terrain. En fait, il se rend compte Non, c'est pas ça. En fait, il se rend compte que ça ne bouge pas. Ouais. En fait, on avait pensé que c'était tout de suite un reversement de tout ce capital politique que nous avons. Et nous, on est au RPG à cause de ça. C'est ce capital politique important qu'il faut préserver à tout prix. Ouais. Et je m'intéresse à la réaction du tout premier de Moussa Oulé. Il a tout à fait raison. Ouais. Il a tout à fait raison. Moussa Oulé, c'est pour ça que nous nous battons aujourd'hui. C'est-à-dire que, moi je l'ai dit dans ma tribune, j'ai dit que le parti n'a pas été à la place qui lui revenait de droit dans la gouvernance. Ça ne plaît pas aux gens, mais c'est ça la vérité. Ouais. Et c'est pourquoi Moussa Oulé est fâché. Il a raison, il y a des milliers de militants qui ont le même ressentiment. Ils sont déçus. Mais est-ce que pour ça, nous allons abandonner notre combat? Non, nous allons plutôt nous battre pour capitaliser l'acquis politique et l'ouverture que Alpha a faite vers d'autres familles politiques. Non, pas du tout. Oui, mais c'est ça que vous avez... Non, c'est pas, justement, c'est parce que ça veut dire, je ne sais pas si vous m'avez lu, mais j'explique ça plus clairement. En fait, c'est toujours bien de faire l'ouverture. Le professeur Alpha Condé s'est toujours dit qu'il faut travailler. Moi, je me rappelle encore en 2008-2009, quand il nous disait, écoutez, le jour qu'on va gagner les élections, le jour que je serai président ici, il faut qu'on travaille de manière à ce que, pour 2 législatures au moins, nous travaillons avec l'ensemble des composants de la Guinée. Ouais. Et cette phrase du professeur Alpha Condé fait partie de l'un des points essentiels des forces vives à l'époque, 2009-2010. Alors, donc l'ouverture n'est pas un problème, mais il faut pouvoir instaurer un système et faire en sorte que surtout l'on ne se détourne jamais des objectifs d'engagement de départ. Bien. Mais lorsque vous ouvrez jusqu'à ce que l'on vienne détruire les fondements de votre engagement de départ, ça crée des situations... Ça crée, s'il vous plaît, ça crée
le genre de ressenti exprimé par Moussa Oulé. Bien. Et il a raison. Bien, allez, on va revenir au bilan, parce que c'est pour cela aussi qu'on a demandé à Douné de venir dans ce studio. Le bilan du CNRD, ça s'évalue aussi à l'aune des engagements qui ont été pris à l'issue du coup d'État du 5 septembre. Parmi les motivations de prise du pouvoir, le colonel a dénoncé donc, la gabegie financière, la corruption, l'instrumentalisation de la justice, vous en parliez tantôt, mais aussi la politisation de notre administration, la personnalisation de l'État ou la personnification de l'État. Est-ce que 2 ans après, vous pensez que ces mots ont été corrigés, ont été soignés? Ces mots dont souffrait la Guinée. Je crois que la réponse est toute nette. C'est pas moi qui le dis. Aujourd'hui, tout le peuple de Guinée ressent, n'est-ce pas, la corruption, la politisation de l'administration. Vous savez, la personnification de l'État aussi est présente. Mais vous aussi, quand des gens pensent que la justice est leur propre personne, je vais faire ça, je vais pardonner tel, je vais emprisonner tel autre, etc. Voyez-vous qu'on n'est pas dans une gestion institutionnelle. Est-ce que la corruption a été à reculer? Vous avez la réponse. C'est ce que j'ai dit. Donc, ça ne sert à rien de donner des paroles en l'air et puis donner des chiffres qui ne correspondent globalement, pas le bilan, à la réalité. Le bilan du CNRD. Moi, j'évalue. Non, je questionne. Le tableau est totalement noir. Moi, je questionne simplement. Est-ce que 2 ans après, la justice a été plus indépendante? Est-ce que 2 ans après, les conditions de vie des Guinéens ont été améliorées comparativement à l'avant coup d'État? Ouais. Est-ce que, mis à part les projets du professeur Alpha Condé, notamment dans le cadre des infrastructures, la voirie de Conakry, les 200 km dans le cadre de l'accord cadre avec la Chine. Ils ont fait mieux que votre champion. Permettez-moi. Bien. Permettez-moi. En fait, c'est facile de dire ça. Donc c'est 200 km, c'est pas Non. 250 km. Dites-moi, non, je parle de la voirie de Conakry. La voirie de Conakry. C'est 200 km de voirie de Conakry exécutée par Cibitec. Vérifiez. Ouais. Est-ce que... Au compte de l'accord. Bien sûr, de l'accord cadre. Est-ce que la route Koya, Mamou, Dabola, etc., à part ces chantiers qu'on a ouverts, est-ce qu'il y a des nouveaux chantiers? Je m'interroge. Vous savez, vous êtes des journalistes, vous pouvez me dire, donnez-moi les nouveaux projets. Oui. Donnez-moi. Maintenant, peut-être, justement, vous avez raison. Justement, cela, il ne faut pas être malhonnête. Il y a des butimes qui il faut sont pas- prévues il faut- pour il des faut- préfectures qui n'en ont jamais eu en Guinée. D'accord, sur le CNRD. ça n'a pas commencé. Sauf que ça n'a pas commencé encore. Moi, je vous dis, à part ces chantiers-là, donnez-moi la liste des nouveaux chantiers initiés et dont le début d'exécution est là. L'aéroport. Voilà, dites où ça? L'aéroport de Conakry. L'extension est... D'accord, bon, moi, je ne sais pas. De toute façon, on évalue... Donc, parce que rien ne se fait de ce côté. On évalue ça de manière concrète. Cabinet. Voilà, on évalue ça de manière concrète. Vous avez dit la continuité, là, je suis d'accord avec La vous. résidence officielle des premiers ministres. Mais non, mais faites pas marrer notre invité. Oui, cabinet. Le bilan aussi S'évalue. s'évalue à l'aune un peu de ses engagements politiques. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que 2 ans après, les engagements liés au retour à l'ordre constitutionnel, est-ce que ces engagements-là sont atteints? Il n'y a aucune visibilité, mon cher Kaby. Non, mais non, quand on vous écoute, mais Non. le tableau est totalement mais c'est sombre. normal, Tout le non, tableau. si. Peut-être que... Qu'est-ce qui a marché alors? Dites-nous, Douno. Qu'est-ce Non. qui a marché depuis que le colonel est au pouvoir? Honnêtement. Qu'est-ce qui fonctionne? Honnêtement, peut-être que ce que moi je constate, il y a peut-être un coup d'accélérateur au chantier qui était en cours. Ouais. Là, vous reconnaissez cela. Très honnête, Ou certains chantiers qui étaient en panne. Ouais. Il y a un coup d'accélérateur qu'on a donné. Autre chose? Non. Il n'y a C'est- que ça. Non, en fait. Que votre esprit a je capté. vous dis, voilà, ce que je capte. Le reste, Ben. j'interroge. J'interroge pour savoir quels sont les nouveaux chantiers. Le projet Simandou. Ah, ça c'est grave. Je ne veux pas parler de ce sujet. Bon, je suis pas spécialiste. Allez-y. Non. En fait, je suis pas spécialiste de mine. Mais vous avez un avis. Mais j'ai participé au vote de la convention avec Vous êtes un Simandou. ancien député, Je vous en sais savez, un peu le contenu. Je n'ai pas encore lu la révision qui a été faite pour trouver le nouvel accord. Mais il y a un seul élément, il y a un élément, par contre, qui me tique l'esprit, c'est quand on a annulé la construction du port en eau profonde. Ah ça, Ouais. je m'interroge encore là-dessus. Bien. Ça répond à quoi? Arrête. À quel besoin? Non, Ouais. non. Avant-dernière question. Demandez aux spécialistes, on le saura, je ne sais pas moi. Bien. Encore une fois, moi je m'interroge
sur ces nouveaux chantiers-là. Bien. On peut considérer qu'il faut saluer la continuité de l'État, mais là aussi, c'est assez discutable, parce que de toute façon, l'incidence directe de toutes ces réformes, c'est l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Est-ce que ça s'est amélioré? Demandez aux populations. Bien, Diarra, pour la dernière question. Peut-être sur le colonel lui-même en personne. Il a attendu. C'est vrai qu'il est attendu du côté des États-Unis et nous apprenons de ce côté qu'il y a une manifestation qui est prévue pour justement faire exprimer leur mécontentement par rapport à la gestion de la transition. Est-ce que vous en savez trop sur cette manifestation et qu'est-ce qui est en train de se dessiner pour justement organiser tout cela du côté des États-Unis? Non, honnêtement, je n'ai aucune information. C'est ce matin seulement j'ai appris ça. Alors que vous êtes des forces vives. Oui, mais... Ça veut dire que le RPG est déconnecté. Non. Les forces vives, les réunions se tiennent avec des représentants. Il y a le ministre Komara qui est notre représentant au sein des forces vives et chaque jeudi, il nous fait le compte-rendu des activités des forces vives. Bien. Nous avons un bureau politique demain, certainement il nous en dira plus. Mais à date, je n'ai aucune information. Je ne savais même pas que le colonel partait aux États-Unis. Comment vous le qualifiez aujourd'hui, le colonel, 2 ans après? Est-ce que c'est un homme qui tient parole, un homme qui est, en tout cas, qui est sur la bonne voie ou un homme pris en otage par le système? Je crois que le dernier. Hein? Ouais, je crois le dernier. Parce que c'est d'ailleurs le titre de votre tribune. Je crois le dernier. Un homme pris en otage. J'ai l'impression. Vous le sentez encore de bonne Bien. foi? J'ai l'impression. En réalité, je ne pense pas qu'on puisse être président de la République et être de mauvaise foi pour son pays. Je ne pense pas. Maintenant, on peut se tromper de casting par les choix que vous faites. On peut se tromper de casting par les collaborateurs que vous cherchez. Et souvent, comme je l'ai dit dans ma tribune, quand vous êtes en position privilégiée de cette façon-là, seul votre bon sens est votre meilleur allié. Bien. Les collaborateurs, très souvent, vous flattent parce qu'ils tirent profit de votre position prédominante. Bien. Aujourd'hui, la Haute-Guinée est dans le viseur du PADES, du FAL, du Morikaba, du PEDEN, de Siakabari, etc. Et tous ces partis représentent-ils une menace pour le RPG ou pas? Pas du tout. Je peux vous garantir, nous sommes en grosse difficulté. Il ne faut pas refuser de le connaître. Vous avez écouté un grand militant qui a parlé. J'aime bien ce qu'il a dit. Bien. Mais nous sommes conscients de cette situation. Vous savez, c'est un journaliste, c'est pas un militant. Oui, c'est un militant. Je sais de quoi je parle. Journaliste sympathisant. Je sais de quoi je parle. Oui. Ce qu'il a dit, c'est l'expression d'un militant. Vous restez indéboulonnable. Nous sommes un parti qui a une histoire, qui a un capital politique, qui a un bilan avec la gouvernance du professeur Alpha Condé, mais qui a aussi fait beaucoup d'erreurs. Nous en sommes conscients. Et il faut que tous les responsables du parti prennent conscience de cette situation. Et nous irons vers les militants, leur dire la vérité, nous allons nous remobiliser. En fait, il est très difficile de quitter le parti. À mon jeune âge, moi j'ai 25 ans de militantisme dans le RPG. Ouais. Depuis 96 pratiquement, je suis dans les structures du parti, ça fait 27 ans. Et vous donnez rendez-vous aux Guinéens. Et vous avez plein de jeunes comme moi qui ont le même parcours. Donc le RPG pour nous c'est un capital qu'on ne peut pas abandonner. On se battra pour que ça change à l'intérieur et qu'on devienne véritablement un parti institutionnalisé qui va continuer à marquer la politique. Et qui va revenir au pouvoir. Absolument. Au terme de la transition. Absolument. Et bien voilà. Est-ce que le professeur devrait définitivement prendre congé du RPG et laisser le parti faire son chemin? Ben, je ne pense pas qu'il prenne congé. Il a beaucoup à nous donner encore. Mais en tant que conseiller, il peut peut-être être dans un rôle, ça dépendra de son choix, mais après la convention déterminera, enfin le congrès déterminera. Mais ce qui est important, je vous comprends très bien. Ce qui est important, tant que le professeur vit, il est important pour le RPG. Parce que ne voulez pas, je vous ai parlé de l'institution RPG et la personne et le leadership personnel du professeur Alpha Condé quand on connaît comment le RPG a commencé. Donc, son apport est encore extrêmement important pour trancher certaines questions au niveau du parti. Oui, mais nous avons forcément dans la position du président du parti. Mais nous avons bel et bien besoin d'un leadership nouveau pour permettre au parti d'aller de l'avant. Voilà. Et voilà, je pense que c'est d'ailleurs le principal message, la principale annonce qu'on peut retenir du passage de Souleymane Douno Keïta dans cette émission. Voilà, le RPG Arc-en-Ciel a besoin d'un nouveau leadership, en tout cas pour qu'il continue de peser sur la vie politique dans notre pays. Ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, prenez cela comme vous voulez. Ça en est terminé pour aujourd'hui. Grand merci à M. Souleymane Douno Keïta qui était notre invité. Merci Ibrahim Babé
Alain Diallo, Ibrahim Massila. Restez sur FM FM, le programme continue. Guy Tindrin, le débat en poulard. Et nous, on se donne rendez-vous demain matin quand il sera 8h. Au revoir.